Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 9 août 2019 et diffusée pour la première fois dimanche 18 août 2019, de midi à 13h30, et réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Aux auditeurs présents et à venir, salut. Au micro, Philippe Delorme pour ce libre journal de Lumière de l'Espérance qui sera, hélas, le dernier que j'animerai. Depuis presque 2 ans, j'ai été très heureux de partager avec vous ces moments de convivialité et d'intelligence en compagnie d'éminents auteurs, historiens, philosophes, théologiens. Nous avons ainsi tour à tour évoqué les figures de Luther, du grand-duc Jean de Luxembourg, d'Hitler, du comte de Paris, de Zog et de l'Éca d'Albanie ou encore de Maurras. Nous avons essayé de jeter un peu de lumière sur mai 68, le communisme, le Suaire de Turin, Jérusalem ou le Vatican. Mais des obligations professionnelles nouvelles me contraignent à interrompre ces rendez-vous mensuels. Je tiens, en passant, à remercier toute l'équipe de Radio Courtoisie et d'abord les techniciens sans lesquels rien ne serait possible, et bien sûr Dominique Paoli qui soutient à bout de bras cette radio à laquelle elle a su rendre son ouverture et son pluralisme. Je remercie mes nombreux invités et vous tous qui avez pris le temps de m'écouter. Si vous le souhaitez, vous pourrez réécouter l'ensemble de mes émissions ainsi qu'un certain nombre de mes conférences sur ma chaîne YouTube à l'adresse http://lc.cx barre transversale PHD audio. PHD audio. PHD comme Philippe Delorme. Audio, en un seul mot. Voilà, et je répète, lc.cx barre PHD audio. Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos lois. Si le despotisme conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage. Tyran, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage. Tyran, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Du salut de notre patrie dépend celui de l'univers. Si jamais elle est asservie, tous les peuples sont dans les fers. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage. Tyran, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage.
alors nous venons d'entendre Veillons au salut de l'Empire, qui, contrairement à ce qui pourrait sembler, n'est pas une chanson de l'époque de Napoléon, quoique Napoléon va l'utiliser, mais c'est une chanson qui date de 1791, donc une chanson révolutionnaire, sur des paroles d'un certain Adrien Simon Bois, qui était chirurgien à l'armée du Rhin, et sur un air de vaudeville bien connu à l'époque. Il a été utilisé, cet air Veillons au salut de l'Empire, donc la première fois, enfin surtout en septembre 1792, donc après la chute de Louis XVI, par Gossec lors d'une grande cérémonie, une offrande à la liberté pour célébrer la chute de la royauté. Et ensuite, il va être repris effectivement par Napoléon Ier, alors que le mot empire, là, en l'occurrence, signifiait simplement patrie, hein, c'était uniquement pour la rime qu'on l'avait utilisé. Mais comme le mot empire, bien sûr, va sonner agréablement aux oreilles de Napoléon, il va l'utiliser ensuite comme hymne, donc un des hymnes du Premier Empire. En même temps, quand on revoit certaines paroles, on se dit que Napoléon Ier ne manquait pas d'air pour les faire chanter, puisqu'il disait « Conspirons la perte des rois, lui-même s'était fait empereur, poursuivons les tyrans, punissons leurs forfaits ». Bon, alors, nous allons parler de Napoléon pour voir à quel point c'est un tyran ou pas, avec un des grands spécialistes de Napoléon, qui est David Chantrane, historien, journaliste, rédacteur en chef de plusieurs revues, donc en particulier la revue Napoléon Ier, qui est aussi la revue du souvenir napoléonien, donc qui est patronnée par le souvenir napoléonien. On verra ce que c'est que le souvenir napoléonien tout à l'heure. Il y a aussi une revue Napoléon III. Il s'occupe aussi d'une revue sur Paris, une autre sur Versailles. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de France et qui est très, très, très actif, et surtout sur Napoléon, pour lequel il a écrit plusieurs livres, sur le sacre. Alors il y a un livre aussi qui s'appelle Les Insulaires, ça on pourra peut-être en parler parce que c'est assez amusant. C'est quoi les insulaires? 9 vies de Napoléon. C'est-à-dire que, en fait, Napoléon, sa vie tourne autour des îles. En fait. Alors, Napoléon est né à Ajaccio le 15 août 1769. Il a épousé une insulaire qui était Joséphine. Ah oui, c'est vrai. Et puis, il a vécu son premier exil sur une île, l'île d'Elbe, avant de partir pour mourir sur une dernière île, l'île de Sainte-Hélène. Donc, il y en a 9. Alors, c'est quoi les autres? Il y en a 9. Alors, ça débute évidemment avec la Corse. Il y a la cité, peut-être, de Paris. Oui, exactement. Alors, ça débute avec la Corse. Ça se poursuit par la première action militaire qui est sur l'îlot de la Maddalena, donc San Stefano, qui est au large de la Sardaigne. Oui, ensuite, c'est moins connu. C'est moins connu, mais c'est avant Toulon, c'était déjà sa première expérience militaire. Ensuite, bien entendu, il y a Malte, en route vers l'Égypte. Qui conquiert en passant. Effectivement, avant. Les chevaliers de Malte. Exactement, à l'été de 1798. Ensuite, évidemment, l'île de la Cité, effectivement, puisque c'est une île au milieu de la Seine, mais c'est une île tout de même pour le sacre. Pour le sacre. Ensuite, eh bien, c'est une île un peu particulière. C'est une île provisoire, une île artificielle. C'est le fameux radeau de Tilsit. Ah oui. Le radeau de Tilsit où il rencontre l'empereur, le tsar, pour montrer que ça n'est pas ni sur le territoire français ni sur le territoire russe, mais bien au milieu, sur ce fleuve Niémen. On l'avait déjà fait avec Louis XIV, exactement. Sur l'îlot des faisans. Des faisans, exactement. Voilà. Et donc, il reprend la même idée pour montrer qu'il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu dans cette opération militaire qui a précédé, d'Eylau et de Friedland. Ensuite, évidemment, il y a une autre île qui est un peu moins connue, mais qui est l'île Lobo, au milieu du Danube. C'est pour préparer la bataille de Wagram. Et tout se passe sur cette île, puisque Napoléon va Lobo à Paris. Exactement. Oui. Il y a un combat d'ailleurs à Lobo qui se passe. Et puis ensuite, eh bien, la bataille donc de Wagram des 5 et 6 juillet 1809. Et puis pour terminer, eh bien, donc je le disais, les 3 moments de l'exil. Le premier, c'est l'île d'Elbe, évidemment, puisque tout le monde se souvient de ce passage avant les 100 jours, pendant 9 mois au large entre la Corse et l'Italie. Et puis, avant d'arriver à Sainte-Hélène, qui est la 9e île, eh bien, il y en a une 8e qu'on oublie un peu souvent, qui est l'île d'Aix. À côté de La Rochelle. Au large de La Rochelle, c'est quand il part après avoir abdiqué une seconde fois à l'Élysée. Il se retrouve à l'île d'Aix après avoir fait une étape à Rochefort. Et à l'île d'Aix, pendant cette journée, eh bien, il réfléchit à 3 solutions. Oui. Soit reprendre les armes pour une guerre civile, qu'il abandonne évidemment à l'idée très rapidement. La seconde, c'est de partir pour les États-Unis. C'est son frère Joseph qui l'incite à le faire, puisque c'est la seule démocratie en Europe à l'époque, et que ça pourrait correspondre à ses idées. Et il va l'abandonner parce que pour cela, il faut passer les escadres anglaises qui croisent au large. Et donc la troisième, c'est de se rendre aux Anglais, peut-être pour les États-Unis ou peut-être pour Londres. Et en réalité, eh bien, l'île d'Aix
Il vient C'est- s'asseoir au foyer du Du peuple britannique, c'est comme ça. Thémistocle. Comme Thémistocle, c'est exactement la phrase qu'il écrit au prince régent, futur Georges IV. Et cet épisode de l'île d'Aix, eh bien, c'est la base du livre. C'est-à-dire que D'accord. je parle des 7 journées qu'il passe à l'île d'Aix au présent, en racontant ce qui s'y passe. Et puis avec des souvenirs sur les îles précédentes pour comprendre D'accord. quel est le but et surtout pourquoi il se rend à des insulaires, les Anglais également, qui le sont à part entière. Alors avant de revenir sur la naissance, puisqu'on fête cette année le bicentenaire de la naissance de 250e. 250e, ben oui, Ouais. tout passe très vite, effectivement, oui. 250e, 1769. Donc on a, donc avant de venir à ça, vous vous occupez aussi du musée de Brienne, enfin Oui. qui est l'ancienne école où Napoléon est venu. Et Où tout je crois débute qu'on- finalement. On parle toujours de ce cahier dans lequel il aurait écrit Sainte-Hélène, petite île de l'Atlantique, c'est vrai C'est ça vrai, On le c'est voit, vrai. on le connaît. C'est vrai, il est aux archives et le livre, enfin le petit cahier d'écolier, en réalité il fait des annotations pour Ouais. mémotechnique finalement, pour se souvenir des lieux et de savoir à peu près où ça se situe. Et effectivement, alors bien sûr il y a une sorte de prescience pour imaginer la Oui. suite, mais Ah bon. mais tout ça a été fait a posteriori. Oui. En revanche, ce qui est exact, c'est que c'était un grand amateur d'histoire, ça on le sait, de philosophie, on le sait aussi, mais on sait moins de géographie. Et Comme tout Louis ça, exactement. Et il l'a appris énormément parce que c'était aussi dans l'air du temps. Hein. Nous sommes à l'époque en 1780, puisqu'il arrive en 1779 dans cette école militaire qui a été créée par les Lomini de Brienne, hein, voilà une tradition et une dynastie de serviteurs de l'État. Et Brienne donc bénéficie de cette école militaire royale, école royale militaire, dans laquelle Napoléon, pendant 5 années, va apprendre son métier à la fois, bien sûr, d'élève officier, mais surtout les rudiments du français qu'il connaît à peine. Mhm. Et surtout, il se passionne pour un certain nombre de sujets parce que, raillé par son accent, moqué par son teint olivâtre, d'une certaine manière, c'est une sorte de nouveau français, puisque la Corse est sous protection française depuis le traité de Versailles de 1768, donc 1 an avant sa naissance. Eh bien, il se réfugie dans la lecture. Et en étudiant énormément, en prenant des notes, eh bien, on en arrive à ce cahier d'écolier. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous dites qu'il était passionné de géographie, et en même temps, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir eu une vision, je dirais, internationale, enfin mondiale de l'avenir de la France, et s'être renfermé sur une vision très continentale, alors que Louis XVI, par exemple, pensait à faire la revanche sur l'Angleterre et remettre le pied en Amérique, alors que Napoléon va vendre la Louisiane. Ça tient sans doute à 2 choses. La première, c'est qu'il a une tradition familiale qui le pousse et qui l'intéresse davantage à la mer Méditerranée. Mhm. C'est un Méditerranéen. Et ça, Oui. tout le temps finalement, lorsqu'on voit les premières expéditions, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Égypte, finalement tout tourne autour de la Méditerranée. Ça n'est qu'après. Et surtout après le départ définitif de Corse de 1793, même s'il y passe en 99 au retour de l'Égypte quelques heures à peine. Mais tout tourne autour de la Méditerranée, ça n'est qu'après qu'il a cette vision continentale. Donc ça, on va dire que c'est un changement dans son imaginaire collectif et qu'il a transformé pour un imaginaire personnel. Mais pas vision. Mais pas de vision continentale, enfin. mais pas de vision effectivement Pacifique. autre ni internationale, tout simplement parce que il traite avec les Américains. Il va faire un traité de paix en 1800, ce qu'on appelle le traité de Mortefontaine, du nom du domaine de son frère Joseph. Donc il traite avec les Américains, mais comme une sorte de puissance secondaire pour lui. Et surtout, il n'a pas de vision autre que le rêve d'Alexandre, c'est-à-dire conquérir l'Orient pour en faire une sorte de grand laboratoire pour ses idées et pour sa politique. Mais en réalité, il n'a pas de vision du 19e siècle. Il est très 18e. Et ça explique, en fait, son réveil à Sainte-Hélène. Lorsqu'il arrive à Sainte-Hélène et qu'il prend plus le temps, il se rend compte qu'en réalité, les blocs ont changé, que l'Europe est déjà une sorte de vieille Europe, qu'elle est enlisée dans des guerres continuelles depuis finalement la guerre de 100 ans, et que peut-être pour ouvrir les éléments, faudrait-il faire une alliance soit avec les Américains plus forte, et peut-être voir déjà du côté de la Chine. La phrase « quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », l'a-t-il véritablement prononcé? On n'est pas tout à fait sûr. En revanche, l'esprit était là. L'esprit était là parce qu'il est dans l'Atlantique Sud et qu'il a maintenant un autre regard sur le monde qui l'entoure. Paradoxalement, Louis XVI, qui est souvent traité d'archaïsme ou de vieux roi de l'ancien régime, etc., en fait, lui avait une vision très
très maritime de l'avenir de la France. Parce que la marine de Louis XVI, c'est une marine exceptionnelle. Oui, il avait mis en place une marine pour justement reprendre sa revanche sur l'Angleterre et donc reprendre pied. Donc il envoie ses expéditions, la Pérouse, tout ça. Mais parce que aussi Louis XVI est rompu à l'exercice et qu'il a un enseignement qui est très poussé. Il faut imaginer, il faut pas faire de comparaison avec l'enseignement que reçoit Bonaparte lorsqu'il est à Brienne, enfin déjà à Autun, à Brienne et ensuite à Paris avant d'être faire les classes. C'est celle d'un officier classique, on va dire, qui n'est pas supérieur aux autres d'une certaine manière, mais qui va le devenir après pour son sens de la stratégie et puis de la politique. Mais pour Louis XVI, lui a eu les meilleurs précepteurs, les meilleures écoles, et il est en avance sur son temps. Il est très en avance sur son temps. Donc, d'une certaine manière, c'est l'image un peu inverse de ce que l'on imagine. Exactement. En revanche, Napoléon va gagner du temps après à Sainte-Hélène, d'une certaine manière, parce que il s'est enferré dans un certain nombre de coalitions qui l'ont combattu toute sa vie, et il se rend compte qu'en réalité, politiquement, ça a été un échec. Stratégiquement, il a été vainqueur, mais qu'ensuite ça a mal tourné. Mais c'est surtout après 1815 qu'il se rend compte que le monde a tellement changé, que le congrès de Vienne finalement revient à des choses archaïques, qu'il se dit mais il y a une autre carte à jouer. Cette carte, c'est le romantisme, c'est l'internationalisme, c'est la vision que le monde est en train de totalement changer. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on a Louis-Philippe qui va faire ce voyage aux États-Unis. Mais lui-même, Napoléon le souhaitait parce qu'il s'est rendu compte que finalement, en 1815, eh bien, le monde est peut-être en train de changer et que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un pays qui est en train d'émerger, qui est les États-Unis d'Amérique. On aurait pu parler français. Bon. Enfin, ça, on ne refait pas l'histoire. Ça, il a vendu la Louisiane, mais ça, c'est un autre, c'est une autre raison. Revenons à l'actualité, puisque la grande actualité de cette année et de ce mois, puisque c'est le 15 août 1769, donc 250 ans, et pas 200 ans, nous vieillissons tous, donc que naissait Napoléon Buonaparte, Napoléon et Buonaparte, à Ajaccio. Alors, d'abord, dans quelle famille? Enfin, c'est une famille génoise. Enfin, on a d'origine. Alors, c'est une famille d'origine italienne. On sait que le centre se trouve. Oui, Livourne, le Sarzane. Enfin, voilà, cette partie-là de la Toscane. C'est une origine donc assez récente. On va dire que les origines familiales italiennes sont longues, mais je veux dire du point de vue de l'enracinement corse, c'est assez récent. Et il y a cette opposition qui va se faire avec une autre grande famille corse qui, elle, se considère comme corse et ajaxienne depuis longtemps. Ce sont les Pozzo di Borgo. Et donc, il y a bien sûr des mariages qui vont lier les Bonaparte à leur entourage, mais ils vont être considérés très longtemps comme étant les Italiens qui sont ici en Corse. Alors, bien entendu, dans un premier temps, les mariages successifs et surtout le mariage de Carlo Maria avec Laetitia se fait dans une longue tradition qui est installée depuis presque 2 siècles. Alors c'est des hommes de loi, des notaires. Ce sont des hommes de loi, des notaires, un peu des hommes de la mer, très peu, mais d'une certaine manière, ils sont plutôt introspectivement dans le traitement de la terre, sur les salines, sur même la famille va s'occuper aussi d'oliveraies, de choses comme ça. On voit le petit domaine des Milelli qui est dans cet esprit-là. Et Napoléon, eh bien, est à sa naissance et dans la suite, dans la continuité, à la fois économique et parce qu'il faut faire des économies quand on est sur une île, donc il faut aussi faire attention à ce que l'on dépense. Il est dans cet esprit-là, c'est-à-dire des gens, on va dire, petite bourgeoisie, mais où tout va changer parce que les Français s'y installent et parce que surtout il y a la lutte entre les paolistes d'un côté qui suivent le général Paoli plutôt pour une indépendance vis-à-vis des Français qui tentent de remettre de l'ordre dans l'île. Et donc cette lutte, eh bien Paoli est chassé de l'île, part en exil et donc Carlo Maria prend le prénom justement de Charles à la française et se décide à prendre le parti des Français. Et à partir de ce moment-là, tout change. Tout change parce que il a choisi un camp, ce qui va lui être reproché ensuite, et surtout à ses enfants, notamment à Napoléon, mais surtout parce qu'il se dit, j'ai une chance inouïe, inimaginable, peut-être même depuis 2 siècles que nous sommes ici. Cette chance, c'est que mes enfants puissent bénéficier d'une très bonne éducation sur le continent. Et cette très bonne éducation, pour qu'elle soit acceptée, il faut faire reconnaître des quartiers de noblesse, comme on l'imagine, tout simplement pour des enfants d'origine noble. Donc, il s'évertue et il parvient à faire reconnaître ces quartiers de noblesse
avec beaucoup de difficultés, mais surtout, il est le premier quasiment de Corse à réunir cette demande française. Et donc, la jalousie vis-à-vis des Pozzo di Borgo qui n'ont pas cet avantage, elle va être décuplée. Et ce qui explique aussi cette opposition entre Napoléon et Pozzo di Borgo qui deviendra ensuite un jour son opposant le plus notoire. Alors donc petite bourgeoisie, mais en Corse effectivement à l'époque petite bourgeoisie c'était quand même assez petit, hein, c'est-à-dire que c'est très petit. Des gens pas très riches. C'est pas. Alors non seulement ils sont pas très riches, Oui. mais en plus c'est une ville qui est très modeste. C'est 4000 habitants, Ajaccio Oui, à l'époque. c'est, 4000, 4500 habitants. Un peu sous-développé, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une cité méditerranéenne, comme il en existe beaucoup sur les côtes, qui bénéficie évidemment des transports maritimes et des échanges de commerce, mais de manière très modeste. Et il faut attendre justement l'arrivée des Français pour que l'échelle devienne totalement différente, Donc, parce que la France va faire bénéficier, mais progressivement, la Corse d'un certain nombre d'enrichissements, et en particulier d'un point de vue de l'éducation, ce qui va être le cas de Alors une Napoléon. famille nombreuse, la mère Ramolino, c'est donc une famille corse aussi. Famille corse, traditionnelle. De la même chose. Effectivement. Voilà, Et la dot est assez importante. mariée à 14 ans ou très. C'est ça. Très C'est tôt. ça, on n'est pas tout à fait sûr de la date de naissance, elle est née en 1750, 51. En revanche, donc elle se marie en 64, donc elle doit avoir 13-14 ans, ce qui est dans la moyenne de l'époque. Un certain nombre de grossesses vont suivre. Elle va conserver de ces 12 ou 13 grossesses 8 enfants en vie, Ce qui est énorme pour ce qui l'époque. est énorme pour l'époque. Parce que justement, Ajaccio commence à bénéficier d'un certain nombre d'améliorations du point de vue de l'hygiène, du point de vue de la vie quotidienne et de la vie sociale, et parce qu'ils font partie du haut, on peut dire, du panier ajaccien. Et cette très belle Laetitia Ramolino, parce qu'on se souvient tout le temps de son mot pour vous que ça dure quand l'Empire sera là, on se souvient un peu d'une sorte de caricature d'elle. En réalité, c'était une des plus belles femmes de cette époque. Ça n'a pas du tout lié à ce qu'on a raconté après. Les témoins de l'époque... Ses filles étaient plutôt par exemple, quand on pense à Pauline, Mhm. effectivement, on imagine comment pouvait être la mère. Mais ça va faire des jalousies parce que Charles continue ses activités en Italie, revient très peu fréquemment et... Il y a certains doutes sur des naissances. Est-ce que je vous pose la question, est-ce que Napoléon ne serait pas né en Bretagne? Alors non. Parce que ça c'est sûr. alors pourquoi? Parce que pour plein de raisons. Alors l'explication. Expliquons pourquoi, parce que le gouverneur, enfin il n'était pas vraiment gouverneur, mais mettons le gouverneur français s'appelait Marbeuf, c'était un Breton un peu déjà âgé, enfin il avait plus de 50 ans pour l'époque, c'était pas mal. On dit qu'il a été l'amant de Madame Mère, enfin de Laetitia, et on dit plus, c'est qu'il l'aurait entraîné en France, donc en Bretagne, pour accoucher clandestinement de Napoléon. Alors un an avant ou un an après, je sais pas, enfin il serait pas né exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Je crois que Jean Tullard dit que c'est invraisemblable. Donc, alors non seulement, il a sans doute raison. Non seulement c'est invraisemblable, mais tout ça vient du fait de l'acte de baptême. En fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent à l'époque, pour des raisons d'économie, et puis parce qu'il y a la mortalité infantile qui est assez importante, on ne baptise pas, on en doit bien sûr, mais on ne baptise pas les enfants immédiatement, on profite plutôt d'en avoir 2 en âge d'être baptisés, et on fait une double cérémonie, ça fait des économies, et puis voilà, on fait d'une pierre deux coups. Vous savez, et d'ailleurs on ne le sait pas souvent, mais c'est que dans la famille de France, Louis XIII par exemple, n'a été baptisé qu'à l'âge de 5 ans. Hein. Jusqu'à 5 ans, il n'avait pas de prénom, il s'appelait Monsieur le Dauphin, c'est ça. Et on se demandait s'il n'allait pas se prénommer Henri d'ailleurs, comme son Alors père. pour les mêmes raisons, Voilà, donc là, pour les mêmes raisons, Napoléon va être baptisé avec sa sœur qui s'appelle Maria Anna, qui va mourir en revanche, qui sera remplacée par une autre Maria Anna qui deviendra Elisa, qu'on connaît bien. Et il est baptisé en 1771, donc il a déjà quasiment 2 ans. Et à partir de cette étrangeté que peu de personnes, pourtant ceux qui connaissent bien le comprennent, mais que peu de personnes qui sont averties comprennent, eh bien on s'est dit donc ça veut dire que il y avait une cachotterie quelconque. Alors la première, c'est de se dire il n'est pas le fils de son père Charles, il est sans doute le père le fils, son père n'est pas Charles, donc il est sans doute le fils du comte de Marbeuf, et donc Marbeuf l'a fait baptiser en Bretagne et l'a fait revenir ensuite en se disant Napoléon, ça vient sans doute de Saint-Paul de Léon, enfin voilà, toutes sortes d'élucubrations. Alors, et c'est vrai que... Stop, pourquoi? Parce que, arrêtons toutes ces conjectures, Napoléon est bien né le 15 août 1769, c'est non seulement attesté, mais surtout, ce qui est encore plus sûr, c'est que Marbeuf n'arrive
dans l'entourage de Madame Mère que bien plus tard. Et quand je dis bien plus tard, c'est-à-dire que la seule tendance qui s'avère assez exacte, c'est qu'il semblerait que ce rapprochement se soit fait juste avant la naissance de Louis Bonaparte, l'autre frère de Napoléon, plus jeune celui-ci, et que 2 témoins oculaires très importants de cette époque attestent de cette rumeur qui en est... Il y avait le secrétaire de Marbeuf. Exactement. Et puis un autre qui est un soldat qui vient de Metz et qui raconte et qui consigne ça dans son journal. Donc on est vraiment sûr de l'opération en disant ils sont rapprochés. On dit que l'enfant qui vient de naître est celui de Marbeuf. Il ne ressemble pas d'ailleurs à ses frères et sœurs, ce qui est vrai. Et il n'a pas surtout ni les mêmes caractéristiques ni surtout les mêmes maladies. Louis, dans son esprit, il va devenir ensuite roi de Hollande, il va épouser Hortense. On le dit totalement taciturne, ce qui n'est pas le cas de ses autres frères. Il n'a pas les mêmes maladies, ce que je disais, maladie de peau, ce qui était le cas du comte de Marbeuf. Donc il y a beaucoup de choses qui sembleraient. Et surtout, dernier élément, on vient de faire un certain nombre d'études, notamment d'ADN. Et il s'avère que pour Napoléon III, eh bien Napoléon III n'a pas de sang Bonaparte, ou du moins n'a pas de caractéristiques ADN Bonaparte dans ses gènes. Ce qui veut dire, soit que ce soit son père n'est pas Louis, puisque Hortense l'aurait eu avec quelqu'un d'autre, soit que Louis n'est pas le fils de Charles, si on remonte en arrière. Et donc, c'est plus plausible dans cette première opération. On peut peut-être reprendre ces analyses ADN, parce que comme vous le savez, je suis passionné par ça. On a fait des analyses sur Louis XVII, ensuite sur les Bourbons, donc tout ça, ça me passionne beaucoup. Et c'est vrai que ces analyses sur Napoléon me semblent peut-être pas avoir été mené avec suffisamment de sérieux, ni scientifique, ni historique, qu'il faudrait peut-être reprendre. Il faudrait pousser plus loin. Reprendre et le faire de manière plus claire. Il y a une chose qui est certaine, en tout cas, c'est que, si j'ai bien compris les résultats, c'est que le prince actuel, enfin en tout cas son père, le prince Charles Bonaparte, et a bien le même ADN mitochondrial que... Exactement. Non, pas même mitochondrial, même le même chromosome Y, exactement. Donc masculin que Charles Bonaparte. Voilà, c'est-à-dire que Walewski, que le comte Walewski actuel, qui descend de Napoléon. Exactement. Donc ça veut dire que Napoléon Ier et Jérôme sont bien frères. Étaient bien frères avec le même père. Exactement. Qui était probablement Charles. Bon. À moins que ça peut paraître difficile que ce soit un autre. Non, parce qu'il y a d'autres analyses aussi qui ont été faites, c'est qu'aussi par rapport à leurs caractéristiques, à leurs gènes, on sait que le centre, on va dire les origines de ce gène se retrouvent en Italie et donc rien à voir. Un haplotype qui est exactement. Un haplogroupe qui se trouve dans le nord de l'Italie et donc plutôt proche de la Toscane. Donc c'est assez plus qu'en Bretagne. Donc là, mais par contre, pour Louis, je crois que les choses ont été faites de manière un peu discutable dans la mesure où on est allé chercher, je crois, le descendant bâtard d'un bâtard de Napoléon III. Bon, ce qui rend les choses quand même un peu critiquables. Pour Louis même, je ne sais pas exactement. Bon, ce qu'il faudrait faire, c'est ouvrir le tombeau de Louis et faire un prélèvement. C'est à Saint-Leu. C'est à Saint-Leu. Il est à Saint-Leu. Ça serait pas très compliqué. Moins compliqué que d'ouvrir le tombeau des Invalides, je pense. Et puis, pour Napoléon III, est-ce qu'on n'a pas des reliques, des cheveux de Napoléon III ou du prince impérial? On en a. Mais je vais vous dire d'une certaine manière, oui, tout à fait. De plus clair, en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des Bonaparte, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, d'une certaine manière, ça change rien pour eux. Parce que les Bonaparte ont ceci de totalement différent d'avec les autres dynasties. Et d'une certaine manière, ils sont plus proches même des Mérovingiens que du reste, c'est que ils ne dépendent et ils ne descendent d'aucun héritage et d'aucun ancêtre. Napoléon, il le dit. Le 18 Brumaire. Exactement. Lorsqu'on me demande d'où vient la maison Bonaparte, je réponds, elle vient du 18 Brumaire. En réalité, c'est les coups d'État. Ce sont les coups d'État qui instaure les Bonaparte. Et non seulement pour Napoléon Ier. C'est un homme nouveau, il s'est fait lui. Il est choisi sur un programme, il est choisi aussi par rapport à son expérience militaire en l'occurrence, pour redonner un peu d'ordre à cette France post-révolutionnaire. Et ça va être exactement le cas pour 1848 avec Louis-Napoléon, qui arrive et qui se présente en disant « Je n'ai qu'un mot à mon programme, mon nom, Napoléon ». Et donc, il joue de ce nom, mais d'une certaine manière, il va l'appliquer et il va devenir le premier président de la République avant de rétablir l'Empire. Donc, on va dire que c'est son expérience et son action
plus que son origine familiale, qui explique davantage ce qu'il a fait. D'ailleurs, pour Napoléon Ier, on peut rappeler les différentes légendes qui ont été forgées par des courtisans à l'époque. Il y avait l'idée qu'il descendait du masque de fer, des Buonaparte, etc. Enfin bon, ça c'est absolument... La même chose, on disait que les Buonaparte avaient choisi le bon parti, donc c'est dans la lutte des Guelfes et des Gibelins. Enfin, on a essayé de trouver... Il descendait aussi d'une branche, d'une famille qui existait vraiment à Florence, je crois. Exactement, qui n'a rien à voir. En fait, ce qui se passe, c'est que pour toutes les personnalités hors du commun, comme c'est le cas de Napoléon, il faut imaginer que lorsqu'il quitte la Corse en 1793, il n'est quasiment plus rien. 11 ans après, il devient empereur quasiment comme Charlemagne de tout l'Occident. Et 11 ans après ce sacre de 1804, en 1815, il n'est plus rien. Et donc ce caractère météore du personnage assez exceptionnel, mais qui va tout perdre en très peu de temps, explique aussi toutes les légendes qui sont emparées de lui, parce que il faut comprendre, ce qui est très difficile, comprendre d'où il vient, où il est allé et comment il est reparti aussi rapidement. Et donc, comme c'est une sorte de personnage presque mythique avant même l'heure, eh bien, on va essayer de trouver des raisons et des explications pour dire, bah voilà, il doit descendre d'un personnage fantasque ou extraordinaire comme le masque de fer. Il doit sans doute provenir d'extractions extraordinaires qu'on n'a pas réussi à expliquer. Et donc, comme tous les grands personnages, par leurs origines, mais également par leur mort, il y a toujours un halo de mystère qui les entoure et qui permet de faire aussi beaucoup publier autour de leur personnage, parce que il s'est publié sans doute un livre par jour depuis sa mort. Donc dans le monde. C'est-à-dire que l'une des premières biographies, elle a été faite en Chine. On en trouve en Géorgie, on en trouve même au-delà de la France. Donc ça montre bien que le personnage lui-même l'a dépassé et qu'il est devenu une sorte d'icône, mais une sorte aussi d'auberge espagnole, parce qu'on y met dans Napoléon quasiment tous ses rêves, et toutes ses aspirations, et aussi toutes ses haines, puisque Napoléon attise toutes les convoitises, mais aussi toutes les haines le de plus chacun. Extraordinaire, c'est quand même ce livre expliquant que Napoléon n'a jamais existé. C'est l'Uchronie. Alors il y a alors voilà, il y a l'Uchronie et il y a le livre. Il y a deux choses différentes. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a un Napoléon n'a jamais existé, et on s'inspire. Alors c'est un livre qui date des années, du 19e siècle, qui explique que Napoléon serait en réalité une sorte de métaphore du soleil. C'est un peu pour se moquer d'ailleurs des critiques de l'évangile, enfin des gens qui critiquaient à l'époque et qui disaient que Jésus n'avait jamais existé. Mais c'était dans l'air du temps, on faisait ce type d'exercice littéraire. C'est ça, ce sont c'est de l'exercice littéraire et philosophique. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, il y a une uchronie qui s'appelle de 1800, alors un peu de l'époque juste avant Louis-Philippe, de Geoffroy. Geoffroy, c'est un historien qui se dit, et si Napoléon avait gagné en Russie ? Et donc il imagine après 1812, après la campagne de Russie, que Napoléon remonte à Saint-Pétersbourg, fait la paix avec le tsar, instaure et installe un empire universel, meurt de sa mort naturelle en 1832 après avoir légué le pouvoir à son fils l'Aiglon. Il conquiert la Chine. Il passe à côté de Sainte-Hélène en disant tiens, c'est bizarre cette petite île. Il fait sauter Sainte-Hélène même, je crois. En disant tiens, ça n'a aucun intérêt, donc voilà. On ne sait pas pourquoi. Bah, bien évidemment, puisque Geoffroy connaît la fin de l'histoire, lui. Donc voilà, il y a toute une sorte d'uchronie aussi dans l'air du temps, mais pour dire que dans les gènes de Napoléon, parce que l'uchronie, elle est possible pour quelle raison ? Tout simplement parce que dans les gènes et surtout dans la formation de Napoléon, il est élève de l'école royale, il devient l'un des d'un des personnages importants des Jacobins, il est assez proche du frère de Robespierre, donc Augustin, non pas Maximilien, mais Augustin Robespierre. Il va d'ailleurs être mis aux arrêts pendant quelques jours après la chute de Thermidor, et il va devenir ensuite plus, entre guillemets, plus impérial que les impériaux, plus royaliste que les royalistes, parce qu'il veut faire une unité de la France en disant « je ne suis ni bonnet rouge, ni talon rouge, donc ni phrygien, ni noble, je suis national. » Il faut faire la concorde nationale avant Louis-Philippe. Il faut faire une concorde nationale en disant tout ce qui s'est passé avant, qu'on soit d'ancien régime ou qu'on soit du nouveau, il faut faire la paix pour que les émigrés puissent rentrer en France et pour qu'on ait une vraie paix internationale, vrai continent. C'est ce que tous les régimes vont essayer de faire. Et n'y arriveront pas. Moi, Charles X, parce que Charles X, elle a été plus n'y arriveront pas jusqu'à Louis-Philippe. Mais Louis-Philippe le tente. Et Napoléon III aussi. Et Napoléon III le fait jusqu'en 1856, après la guerre de Crimée, où là, la paix en Europe est complète. Et puis, il y a quand même, là, Napoléon qui a quand même allumé la mèche, qui était, alors celle-ci un peu différente, c'est que, à Sainte-Hélène, et même déjà auparavant, il a réveillé les nationalités. En plus,
en Allemagne de manière plus générale et en Italie effectivement. Et ces mèches ne sont là que pour finalement faire exploser une bombe qui est à retardement et qui va exploser qu'en 1850. Et c'est à Napoléon III de gérer cet héritage. Quand même, moi je n'aime pas trop Napoléon Ier, je le dis franchement. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté opportuniste dans ce personnage? Parce que vous dites qu'il était jacobin à l'époque de Robespierre. Avant, il était corse, il voulait même une indépendance corse et devenir pratiquement le roi ou le président d'une république corse avec une constitution, enfin, etc. Après, il jette la Corse aux orties, si on peut dire, pour s'installer en France. Il devient plus français que les Français. C'est vrai. Donc, c'est vrai. C'est pas quelqu'un qui faisait feu de tout bois et qui voulait surtout s'enrichir financièrement aussi. Alors, pour ces deux éléments, la première, l'opportunisme, c'est vrai, il l'a même confirmé, il l'a même dit. Mais ne fallait-il pas justement un opportuniste, quelqu'un qui soit un peu à l'extérieur des luttes franco-françaises pour régler deux problèmes politiquement, ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour essayer de resituer un peu la France dans le concert européen, et surtout pour régler le problème qui était majeur à l'époque, notre guerre civile, sur lequel il faut quand même rappeler que personne n'avait réussi à résoudre le problème, c'était la guerre de Vendée. Oui. Lorsque Napoléon revient, il demande à l'abbé Bernier de régler cette question en disant il faut trouver un consensus et surtout qu'on arrête et les exactions et les luttes de l'autre côté, et il fait en sorte que la petite église, voilà, et que l'église de Vendée soit établie. Il accepte justement cette particularité, et c'est pour cette raison que lorsqu'il fait le concordat en 1801 avec le pape, immédiatement après sont signés des articles organiques qui, le concordat ne faisant que réapparaître l'église comme étant la religion de la majorité des Français. À côté de ça, il y a la tolérance religieuse, et en particulier pour les Vendéens, pour les protestants, pour les juifs et d'autres, évidemment, mais aussi pour les Vendéens. Et c'est l'idée, en fait, c'est que Napoléon, en tant qu'opportuniste, parce qu'il cherche à concilier l'inconciliable, et bien d'une certaine manière, il fallait quelqu'un d'un peu opportuniste et qui vienne de l'extérieur. C'est un peu Henri IV aussi. Enfin, Henri IV, qui l'aurait fait, Moreau, on envisageait pour faire le coup d'état de Brumaire, Moreau aurait été beaucoup plus à droite. Joubert, qui était l'autre général, qui était prévu avant Napoléon, mais qui va mourir à Novi en 1799, eh bien, Joubert était plus à gauche. Finalement, Napoléon, entre guillemets, bien sûr, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais d'une certaine manière est une sorte d'homme centriste. C'est-à-dire que c'est un pragmatique. C'est un pragmatique, exactement. Et c'est peut-être le mot qui lui convient le mieux. C'est un pragmatique. Il est opportuniste pour trouver, bien entendu, les richesses en Italie, pour avoir des postes comme il va l'avoir en Vendémiaire et tout. Mais quand même, il y parvient. Il y réussit. Il fait de l'Italie, qui était un théâtre secondaire, une lutte importante, et il va faire créer des républiques sœurs, ce qui va beaucoup plus au-delà que ce que l'imaginait le directoire à l'époque. Et surtout, il va faire la paix avec l'Autriche, avec le traité de Léoben, que personne n'aurait imaginé, et avec la signature de Campo Formio. Donc, il faut imaginer que c'est un opportuniste peut-être, mais il parvient à faire des miracles avec des armées et surtout avec une politique qui était totalement illisible avant lui. Alors, on va passer un petit peu de musique pour passer à la deuxième partie. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette musique. Approchez, vous allez entendre l'épopée du général qui a subjugué l'univers. Dans Paris, privé de restauration, la nouvelle constitution défend les gains de la révolution et rend au peuple ses droits, mais l'Europe entière s'arme contre lui. Il marche au devant de l'armée des rois, il risque son destin sur un combat. Le sort de l'Europe va se jouer sur une bataille. On va leur percer le flanc en templant du livre au flanc. On va leur percer le flanc en templant du livre au flanc. Nous allons lire en templant du livre. On va leur percer le flanc en templant du livre au flanc. L'histoire d'Austerlitz, de Iéna, de Friedland, de Wagram, de la Moscova. Hurrah, hurrah, hurrah! Napoléon semble invincible de l'Atlantique jusqu'au Yémen. Le plus grand des capitaines entre dans Berlin en Vienne. Allez, tous ensemble! Percer le flanc en templant tirer au flanc. On va leur percer le flanc en templant tirer au flanc. Nous allons lire en templant tirer. On va leur percer le flanc en templant tirer au flanc. En templant tirer au flanc.
lutte reste solide et fort. Je reste seul, tel est mon sort. Je t'aime encore, oh Joséphine, jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Oui, alors vous avez peut-être été un peu étonné par cette musique. C'est ce qu'on appelle habituellement un rock opéra. Il y avait eu déjà des rock opéras, par exemple, dans les années 70 autour de la Révolution française. Sur Anne de Bretagne, Alain de Simon a fait ça à Nantes récemment aussi. Voilà, donc c'est un genre musical qui essaye de mettre l'histoire en quelque sorte au goût du jour en utilisant des musiques contemporaines. Et là, c'est rock opéra sur Napoléon a été fait par notre ami Dimitri Casali, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement parce que c'est un des défenseur de l'histoire de France et qu'il a écrit beaucoup de livres pour justement donner une image plus, je dirais, plus vigoureuse et plus amusante et plus forte de l'histoire de France, et en particulier de Napoléon, parce que c'est un bonapartiste chevronné. Et donc là, dans cet opéra rock, avec son groupe qui s'appelle Historock, il y a cinq chanteurs, musiciens, lui-même joue de la guitare électrique, 16 chansons donc qui vont raconter l'épopée de Napoléon depuis sa naissance en Corse, la valse de Joséphine, le 18 Brumaire, le Sacre, Austerlitz, Waterloo, Sainte-Hélène, etc. Enfin, on a toute l'histoire de Napoléon à travers. Vous l'avez vu Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu et je remarque surtout les réactions de gens qui sont au départ un peu surpris, mais qui se rendent compte que finalement c'est aussi un vecteur intéressant de connaissances et d'apprentissage pour des publics plus jeunes, pour des enfants qui par ce biais vont peut-être découvrir un personnage. Ils sont habillés en uniforme, et ils essaient de... On le reconnaît bien parce qu'il a pas beaucoup de cheveux sur la tête, donc il est particulièrement... Mais c'est un vecteur différent d'apprentissage, et ça fonctionne très bien. Donc je vous rappelle qu'on est avec David Chantrane, spécialiste de Napoléon, qui a écrit en particulier son dernier livre aux éditions du Cerf, qui s'appelle Napoléon au sans visage, donc avec un chapeau à bicorne de Napoléon en couverture, et donc c'est un livre album avec énormément de toiles représentant Napoléon au cours de sa carrière depuis c'est-à-dire que Napoléon, c'est vrai que on a des visages totalement différents d'un artiste à l'autre, tout simplement parce qu'il y a un phénomène à l'époque d'idéalisation, forcément, que les artistes tentent de flatter le sujet qu'ils représentent, et donc à travers ces 100 portraits, eh bien ce sont des petits détails du visage qui transparaissent pour expliquer à la fois l'événement qui est lié à cette reproduction, mais aussi de comprendre dans quel sens Napoléon voulait être représenté. Et donc c'est un échange d'histoire et d'histoire de l'art pour finalement, à l'issue de ces 100 visages qui se découpent, eh bien de comprendre qui il était réellement et quel était entre guillemets son réel visage, parce que la photographie n'existait pas. C'est un des derniers souverains avant que la photographie ne fut diffusée, et il a bénéficié de très bons artistes, mais pas de la photographie. Quelqu'un qui savait gérer son image, en tout cas, ça c'est certain. Je me souviens du fameux film de Sacha Guitry, je crois, où on change d'acteur lorsqu'on passe de Bonaparte à Napoléon. Alors est-ce qu'il y a vraiment un changement de physionomie? Il y a un changement très caractéristique et très radical, c'est que il a auparavant la grande chevelure à la romantique, avec ses oreilles de cocker, un peu, c'est ce que disait Joséphine, le chaboté, qu'il appelait le chaboté. Alors il coupe ses franges et ses cheveux pour adopter la coiffure, ce qu'on appelle la coiffure à la Titus, avec cette coupe beaucoup plus courte qui rappelle évidemment les empereurs romains. Et effectivement, comme l'avait fait lui-même Larousse dans son grand dictionnaire, en disant Bonaparte est mort le 18 Brumaire à Saint-Cloud. Général républicain mort à Saint-Cloud le 18 Brumaire. Exactement. Et il faisait vivre bien sûr et naître Napoléon à l'issue. Bien, Sacha Guitry va faire la même chose dans son film. Il fait passer Daniel Gélin qui joue le rôle de Bonaparte. Donc on est en 1955. Daniel Gélin passe chez le coiffeur et avec sa voix inimitable, Guitry raconte
en voix off, en voix bien sûr d'outre-tombe. Il raconte en narrateur, il dit « Et lorsqu'il était passé chez le barbier, ça n'était plus le même homme. » Et à ce moment-là, un autre acteur. arrive Raymond Pellegrin qui interprète Napoléon et qui jouera donc Napoléon jusqu'à la fin du film. Oui, donc il y a quand même, et puis il prend du poids aussi, je pense. Il va prendre du poids et puis surtout, il va adopter de manière définitive, alors qu'auparavant il avait l'uniforme de général de la République, bleu, blanc, rouge, il va adopter définitivement l'uniforme des colonels des grenadiers, soit à pied de la garde, soit des chasseurs à cheval de la garde, donc bleu ou vert. Bleu, c'est pour les journées extraordinaires, les dimanches et les fêtes, et le reste, c'est l'uniforme ordinaire vert. Et une redingote grise aussi. Et ensuite, un redingote grise, et ce fameux bicorne, qui ne tient pas en colonne, c'est-à-dire dans le sens de la marche, mais en bataille, c'est-à-dire parallèle aux épaules. Avec les cornes de chaque côté. C'est ça. Et ce qui va faire, en fait, une sorte d'image publicitaire avant l'heure, c'est-à-dire que, comme il le dira lui-même d'ailleurs, il dira... Lorsque j'étais sur le champ de bataille, c'était moi plus 50 000 hommes en plus quasiment, parce que cette silhouette caractéristique qu'on voit de loin et qui se démarque de ces maréchaux emplumés, de ces bonnets d'ourson que portent ces grenadiers et qui leur donne quasiment une allure de 2 mètres, et bien lui, Napoléon, qui est finalement pas si petit, parce qu'il fait 1m69, ce qui est 5 cm de plus que la moyenne de l'époque, qui est 1m64, donc il est plus haut que la moyenne, plus grand que la moyenne. Le chapeau, mais il n'a pas le chapeau, et surtout, en adoptant cette tenue très sobre, eh bien il se démarque et il joue la carte de la sobriété au détriment de personnages qui, eux, jouent le luxe et l'ostentatoire, à l'image, par exemple, d'un maréchal Murat, par exemple. Oui, enfin ça a été dans l'histoire de France, on a De Gaulle aussi qui a fait ça, qui a toujours gardé sa casquette avec 2 étoiles, alors qu'il aurait pu être maréchalissime ou je ne sais quoi. Enfin, c'était pas tellement bien porté après la guerre, maréchal. Mais bon. Déjà, et puis chez Napoléon, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est pour montrer qu'il reste le petit caporal proche de ses soldats. Donc on va dire que c'est une sorte d'affection pour l'uniforme. Et puis effectivement, la deuxième, c'est parce qu'il veut se démarquer. Et qu'en se démarquant, la meilleure chose, c'est de prendre le contre-pied de tout le mouvement qui est en cours. Et donc lui va à la sobriété. Et d'ailleurs, cette sobriété, elle va même plus loin que uniquement l'apparence physique. Il n'y a pas que la coupe de cheveux et puis l'uniforme. C'est aussi dans ses dépenses, dans son quotidien. Il demande que tous les palais impériaux dans lesquels il se trouve, que ce soit Fontainebleau, Saint-Cloud, même à Malmaison, eh bien que les dispositions des pièces, des salles soient toujours identiques. Parce que, il gagne du temps, il retrouve tous les endroits, les éléments aux mêmes places, et puis surtout, ça fait des économies parce qu'on travaille à grande échelle, et donc en faisant les meubles à la chaîne quasiment, eh ben on fera des économies. Et c'est ce qu'il va faire pour ses palais, et c'est ce qu'il fait dans toutes ses dépenses. Quand on voit les documents, notamment des budgets de l'époque, en marge, il est indiqué simplifié, c'est pour l'empereur, et c'est de la main de Napoléon lui-même. Mais ça, c'est une tendance qu'on avait déjà à la fin de l'Ancien Régime, parce qu'avec les problèmes financiers sous Louis XVI, on voit les comptes des menus plaisirs en particulier, qui sont ratiboisés en permanence pour essayer de... Mais bon, la situation de 1788-1789, on voit à quoi elle aboutit. Pour Napoléon, il bénéficie de 2 choses. La première, c'est qu'en 1796-97, la décision du directoire de faire ce qu'on a appelé la banqueroute des 2 tiers, c'est-à-dire de faire que... On a rétabli l'économie après les tentatives d'Assignat. Donc, on fait en sorte que votre billet de 100 francs, pour faire simple, de l'époque, eh ben, il ne vaut plus que 33 francs. Donc, la valeur réelle, elle n'est plus que du tiers. Et donc on rétablit l'économie du même coup. Elle est assurée quand même. Mais elle est assurée, c'est-à-dire qu'elle est réelle. Il vaut mieux avoir un tiers que rien du tout. Aujourd'hui, au niveau de la valeur de la pièce, votre euro que vous avez dans votre poche ne vaut que à peine 7% de la valeur réelle. C'est-à-dire que si vous aviez une convertibilité aujourd'hui, elle ne vaudrait que 7%. C'est-à-dire que vous faites le calcul, 100 euros dans votre poche avec un billet, ça ne vaut que 7 euros de manière réelle en convertibilité or. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il bénéficie surtout, des avancées des armées, des gains, des paiements également des pays conquis, qui font que, tout simplement, il se rétablit rapidement et qu'en 1804, pour donner un seul exemple, au moment du sacre, l'ensemble, c'est ce qu'on raconte, l'ensemble du sacre et des grandes cérémonies a été payé intégralement par l'or pris aux Portugais en cette même année par le maréchal Lannes qui se trouve en tant qu'ambassadeur à cette époque. La France au XVIIIe siècle était de loin le pays le plus riche, le plus peuplé d'Europe et du monde. Et donc, effectivement, il y avait eu une crise de l'État. En fait, il y a eu une crise financière de l'État, une crise... Frumentaire aussi. Frumentaire. Oui, sur un
un problème, enfin, bon, un problème de réforme. et- Ça, c'est, moi, on je a l'impression suis que c'est une sorte de tarte à la crème en France, mais c'est un problème de réforme Bien qui n'a sûr. jamais été conduite, qui vont être ou mal conduites, conduite, ou, qui vont être conduites, bloquées, en tout cas, qui auraient par pu des- être conduites par Necker, qui vont l'être finalement par le directoire qui va le lancer, parce que après la Révolution on a un peu plus de temps, parce qu'on n'est plus dans les luttes intestines, et puis surtout parce que Barras dans un premier temps, puis ensuite Barbé-Marbois qui va être le ministre de l'époque du Trésor, puis Napoléon qui va rétablir les éléments avec un très bon ministre qui est Molien, qui est un excellent ministre de l'époque, eh bien tout ça va faire aussi bénéficier la France d'une situation économique qui va être très favorable jusqu'en 1809-1810. Et puis ensuite, eh bien, on va retrouver les mêmes problèmes parce qu'on s'enferre dans une situation des guerres catastrophique, trop dans des guerres trop coûteuses. coûteuses, en hommes, en énergie, en économie, et puis surtout parce que la crise supplémentaire revient, et puis que les hommes manquent pour justement pour pouvoir faire l'agriculture, exactement. Alors, avant, on va pas refaire tout le règne de Napoléon, on va revenir à sa naissance et aux cérémonies qui sont célébrées en ce moment, en Corse en particulier. Alors, je crois qu'il y a tout un programme autour du 15 août, Voilà, il y a à tout- Ajaccio et ailleurs, non? Enfin, Alors comment- en Corse, qu'est-ce qu'on a effectivement, il y a tout un D'abord, programme. est-ce que les Corses actuellement sont très bonapartistes, en particulier les indépendantistes là, enfin, ou les autonomistes? Alors on va dire que c'est un peu traditionnellement, bizarre. on va dire que traditionnellement, ceux qui se trouvent plus proches de la République française sont plutôt proches de Napoléon dans l'esprit. Oui. Et donc c'est pour cette raison notamment qu'Ajaccio, où il y a encore un parti bonapartiste, eh bien Ajaccio commémore avec beaucoup de faste ce 250e anniversaire cette année, et que tout au long de l'année, il y a bien sûr le programme des 13 au 15 août, qui évidemment sont les plus importants, avec des reconstitutions, des bivouacs, des conférences, des cérémonies, des défilés, enfin bref. Mais à côté de ça, c'est toute un ensemble de festivités tout au long de l'année, et qu'Ajaccio va donc être à l'heure impériale tout au long de cette Donc, année il y a une 2019. Exposition particulière, Alors exposition à la maison natale, une exposition également sur l'une des nièces, Mathilde, là on pense plutôt au Second Empire, au Palais ah oui, Fèche, la fameuse, au Palais Fèche. ouais, Bien sûr, il y a des danses, il y a des expositions avec des petits jouets comme Playmobil, il y a des groupes de reconstitution comme le service de santé, comme les empreintes impériales et les danses impériales. Je vous disais donc des conférences, des escarmouches. On reconstituera également la bataille d'Austerlitz à l'occasion de ce mois d'août. Bref, beaucoup de choses, les petits métiers, tout est reconstitué pour s'immerger dans Donc, l'esprit faut aller de cette sur le époque. site, j'imagine, de la ville d'Ajaccio. De la ville d'Ajaccio et de l'office de puis, tourisme. Voilà, on a Exactement. le programme et Plus largement en oui. Corse, il y a également une exposition à Bastia sur l'histoire impériale. Très belle exposition au musée de Bastia. Sartène organise tous les ans, et ça est encore plus vrai cette année, au début du mois d'août, il y a eu des rencontres et des échanges et des débats par la ville de Sartène avec des spécialistes de Napoléon. Bref, la Corse est à l'heure napoléonienne. Sauf que, vous avez raison, les gens qui sont plutôt nationalistes et indépendantistes se réclament davantage de Pascal Paoli, qui était le grand défenseur parce que de l'indépendance Napoléon, corse. c'est un peu le traître, enfin la famille qui a Mais choisi on la oublie, France. mais on oublie que Pascal Paoli a en réalité beaucoup inspiré Napoléon. Mhm. Dans deux directions. La première, c'est que lorsqu'il est très jeune, il écrit un certain nombre de textes en se disant « Lorsque je reviendrai en Corse, je serai au service de Paoli ». Ça ne se passe pas bien parce qu'il porte sur son dos, bien entendu, la trahison de son père, Charles, et donc on va lui attribuer ça de manière assez forte. Donc il va s'écarter de Paoli à cause de ça, mais pendant toute sa jeunesse, il écrit des textes favorables à Paoli en disant que c'est son héros, et qu'il écrit même un texte sur la Corse en disant que lorsqu'il naquit, lorsque la patrie périssait, avec 10 000 Français vomis sur nos côtes. C'est Donc, terrible. c'est terrible. Il est vraiment anti-français. Corse, voilà. Il est ça. anti-français. Comment est-ce qu'on peut imaginer, comprendre cette Mais bien entendu, conversion. la conversion, elle va se faire par la rupture avec Paoli, qui considère que il est trop ambitieux, qu'il est un Bonaparte, et que les Bonapartes ont toujours trahi leur patrie depuis la bataille de Ponte Novo de 1769, juste avant la naissance de Napoléon. On lui fait finalement porter un chapeau qui est peut-être encore trop large pour lui. Donc il va se fâcher avec Paoli, il va quitter la Corse en juin 1793, mais il ne va jamais oublier Paoli. Et dans l'esprit même de ce que Napoléon va créer ensuite en Europe, eh bien, il y a un peu de l'esprit de Paoli qui se poursuit. Le code civil est d'inspiration paoliste. Ça, c'est indéniable. Et surtout, dans les constructions politiques ex nihilo que Napoléon fait, il y en a deux qui sont les plus importantes. C'est la Confédération du Rhin et la Confédération helvétique. Eh bien, c'est l'esprit des pieve, ce qu'on appelle les pieve, c'est-à-dire les organisations autonomes à l'intérieur d'un ensemble. C'est le système confédéral.
que Paoli avait mis en place en Corse et que Napoléon va établir à la fois au milieu de cette Allemagne et puis en Suisse, qui encore continue à exister jusqu'à aujourd'hui avec les Länder en Allemagne et avec la Confédération helvétique, avec les cantons. Est-ce que Napoléon s'est intéressé quand même à la Corse quand il était empereur ou de quelle manière est-ce qu'il a favorisé la Corse alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il en garde bien entendu une dent contre les Corses, contre les paolistes. Il faut se souvenir qu'après le départ de Bonaparte, des Bonaparte, Paoli va tenter dans un premier temps de devenir indépendant, va repousser les offres françaises alors que la Corse est devenue véritablement française depuis 1790, là cette fois-ci en tant que territoire national. Et avec Paoli, le département, voilà, et Paoli va finalement faire alliance avec les Anglais, et il va y avoir un royaume anglo-corse. Ce qui explique que Napoléon va garder une petite dent contre les Corses. Il va envoyer un certain nombre d'administrateurs pour la Corse. N'y reviendra plus lui directement. Aussi parce que les Anglais contrôlent la Méditerranée, ce qui est aussi une raison valable. Mais il va être assez dur envers les Corses et il va prendre un certain nombre de mesures qui continuent de peser encore sur la Corse d'aujourd'hui. En revanche, il ne faut pas oublier que les Bonaparte ont une grande histoire avec la Corse et qu'au temps du Second Empire, Napoléon III va revenir en Corse en 1860, va faire un grand voyage, qu'Eugénie et le prince impérial, pour le centenaire de la naissance de Napoléon, autre anniversaire, en 1869, eh bien, en 1869, Eugénie et le prince impérial, Eugénie qui sera en route cette fois-ci vers le canal de Suez qu'elle va inaugurer, s'arrête à Ajaccio à la fin du mois d'août 1869, vient se recueillir dans la maison natale, inaugure des bustes, dévoile des plaques et lance de grandes festivités en disant c'est le grand héros de la famille et la Corse fait vraiment partie pleine et entière de notre histoire. Le prince Napoléon, Plomplon était député, non? On parlait tout à l'heure de la princesse Mathilde, qui est la nièce du côté donc de Jérôme, les actuels princes Napoléon. Eh bien, la sœur Mathilde, qui est la grande défenseuse des arts et qui a été proche des Goncourt, Napoléon III, qui a en plus failli épouser son cousin Napoléon III, futur Napoléon III. Et bien Mathilde, qui était d'ailleurs la première dame jusqu'au mariage avec Eugénie, et donc c'est elle qui recevait au palais de l'Élysée lorsque Louis-Napoléon était à l'époque pas encore Napoléon III mais président de la République. Et bien Mathilde, il y a une grande exposition comme je vous le disais. Mathilde a un frère, Plomplon. Il s'est appelé Plomplon parce que quand il était enfant, il n'arrivait pas à prononcer le nom Napoléon. Il s'appelait Jérôme en fait, non? Donc il s'appelait Jérôme. En fait, son père. On lui a appelé Jérôme après, mais en fait son vrai prénom c'est Napoléon, tout simplement. Oui, on dit donc Napoléon Jérôme, mais c'était Napoléon. C'est le prince Napoléon. Et donc Plomplon, sorte d'opposant politique à Napoléon III, et lui va devenir député de la Corse. Et va s'inspirer, va s'intéresser vraiment, comme Napoléon III d'ailleurs, avec d'autres personnages comme le docteur Conneau par exemple, eh bien ils vont s'intéresser directement à la Corse, électrification, ouverture des lignes de chemin de fer, un certain nombre d'aménagements des routes, des territoires, des hôpitaux, de différentes constructions qui vont faire de la Corse une île totalement moderne à la fin de 1870 et qui va rattraper le temps qui était un peu perdu depuis les années précédentes. Et justement, est-ce que quand Napoléon est-ce qu'il y avait des Corses qui venaient, je dirais, un peu quémander, parce qu'on sait comment la Corse est un pays un peu traditionnel avec des clientélismes. Des clientélismes, il faut le dire. Oui, mais il faut le dire parce que c'est une tradition méditerranéenne, c'est pas du tout. Est-ce qu'il y avait des Corses qui venaient un petit peu aux Tuileries pour obtenir quelques prébendes? Alors ça va pas marcher. Oui. Pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que Napoléon va garder une petite dent contre les Corses. En revanche, lorsqu'on le chasse et on lui demande bien sûr d'abdiquer sans condition en avril 1814 à Fontainebleau, après la perte bien sûr de la campagne de Russie et la campagne de Saxe, il se retrouve avec la campagne de France, il est acculé par les coalisés qui le malmènent, même s'il gagne un certain nombre de batailles. Il abdique à Fontainebleau et on lui attribue non pas la Corse, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer encore, mais on lui attribue l'île d'Elbe. Alors l'île d'Elbe, pourquoi l'île d'Elbe? Eh bien l'île d'Elbe, justement, c'est ce que, pour répondre à votre question, il s'entoure de Corse. Alors, pour deux raisons. Parce qu'ils sont pas très loin. Même trois. Les trois raisons, elles sont importantes. La première, c'est parce qu'on est à proximité de la Corse. Oui. Alors ça lui rappelle son enfance, ça lui rappelle sa jeunesse, il reprend les mêmes habitudes, il va redevenir un peu une sorte de fermier qui s'occupe de ses vignes, qui s'occupe même d'exploiter toutes les richesses de l'île, en particulier le minerai de fer qui n'était pas vraiment exploité à sa juste mesure. Et il va faire la même chose
pour l'île d'Elbe. C'est un administrateur, Napoléon avant tout. C'est un homme aussi des grands travaux. Donc il va faire en 9 mois des routes, ce que l'île d'Elbe, qui était française depuis 1802, au moment de la paix d'Amiens avec les Anglais, l'île d'Elbe va bénéficier d'un certain nombre de réformes et de constructions jamais vues auparavant. Et lorsqu'il quitte donc en février 1815 pour arriver ensuite à Golfe-Juan, eh bien on retrouve autour de Napoléon un certain nombre de Corses parce que ils ont les habitudes. Deuxième raison, ils sont à proximité, mais deuxième raison, ils ont les habitudes de lieux qu'ils connaissent. L'évêque, il parle italien. L'évêque est un Arrighi, donc un cousin de Napoléon. Oui. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Et surtout, troisième raison, c'est qu'on se dit, finalement, pour que tout recommence, il faut repartir à zéro. Et donc, avec les vraies habitudes, avec des vrais Corses, avec des gens qui vous connaissent, d'une certaine manière, Napoléon se reconstitue, recrée finalement autour de lui un entourage qui n'aurait jamais dû peut-être quitter, et il en est plus fort. Et c'est pour cette raison qu'ensuite, à Sainte-Hélène, on se retrouve avec des Cipriani, des Antomarchi, des Vignali, tous des gens qui vont être envoyés soit par Napoléon, soit même par Madame Mère, qui est restée ensuite en Europe et qui lui envoie un certain nombre de Corses, parce que on parle italien, on se souvient du passé, et puis parce qu'au moment où il faut écrire l'histoire avec des mémoires et avec le mémorial de Sainte-Hélène, eh bien, de se souvenir et d'avoir des gens qui ont les mêmes traditions et la même culture, eh bien, on sera entre nous, et c'est ce que va faire Napoléon. On sait d'ailleurs, il parlait français, bien sûr, au bout il a appris le français assez tard, mais il avait toujours un accent, j'imagine, enfin, on a des témoignages. Alors oui, il y a des témoignages, il y a notamment son valet de chambre, Constant, qui a fait un très bon mémoire, parfois apocryphes, mais qui ont quand même une très bonne valeur historique. Et on sait que, par exemple, dans son intonation, il a une intonation un peu nasillarde et assez haut perché. Dans ses mots, il va garder des italianismes très fréquemment. Un exemple. Quand il écrit aussi, il se trompe parfois il se trompe parce que sa première langue, la langue natale, elle est italienne. Elle est italienne et en particulier corse. Donc, il va garder des italianismes et surtout, il va faire des confusions. On l'entend confondre, ce qui est quand même terrible pour la position qu'il occupe, amnistie et armistice. Ce qui peut poser des problèmes lorsque on a traité soit l'un soit l'autre. Et il lui arrive fréquemment de se faire ce genre de confusion parce que la première chose qui lui vient en tête, c'est le mot italien. Et donc, il y a des mots qui vont disparaître, et en particulier à partir de 1815 à Sainte-Hélène, de s'être entouré de Corses. Eh bien, dans les textes qu'il dicte, il y a cet esprit corse qui revient. En revanche, et c'est ça qui est quand même assez surprenant, c'est qu'au moment où il doit faire le testament, il demande, c'est la phrase bien entendu que tout le monde connaît et qui surmonte l'entrée du tombeau aux Invalides, « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Alors, on pourrait se dire, la Seine, c'est pas vraiment son histoire. Le peuple français, il n'a pas toujours aimé. Notamment, il s'en rendait un petit peu... il les a envoyés en une grande partie avec la conscription sur des campagnes militaires qui ont été assez douloureuses. Et surtout, que j'ai tant aimé, on peut pas dire non plus que, avec ce qu'il avait vu au moment du 10 août, il se méfiait de la populace et qu'ils se sont quand même moqués de lui lorsqu'il était enfant. Donc, il avait... Eh bien non. Il se rend compte qu'il est français, que la famille Bonaparte est française, et d'une certaine manière, il est devenu plus français que les Français. Parce qu'il l'a appris à devenir français. Et que quand vous regardez, et que lorsque vous posez la question, alors il n'y a pas uniquement que l'épopée elle-même, lorsque vous posez la question à l'étranger, quel est pour vous le premier nom qui vous vient d'un Français? C'est Napoléon. C'est quand même très étonnant. C'est quand même très étonnant parce que De Gaulle, oui, c'est français. Ça, en plus, la consonance Gaulle, la Gaule antique. Un français de mais Napoléon est devenu, il a transformé son nom pour être encore plus français, et il a pris toutes les habitudes, la culture. Il lit Rousseau, il lit Voltaire, il s'intéresse aux habitudes des Français. Donc, d'une certaine manière, en ayant montré qu'il l'avait appris, c'est un exemple formidable aussi pour les générations qui suivent. Et c'est pour cette raison qu'il va devenir un exemple aussi, et un formidable maître d'énergie, comme aurait dit Barrès, un formidable maître d'énergie pour tous les romantiques. Victor Hugo, Lamartine, Stendhal, Chateaubriand même, qui était son opposant, Chateaubriand, va s'emparer de Napoléon en disant que c'était le plus grand personnage de son temps. De la volonté, de la volonté personnelle, enfin de l'individu aussi, enfin qui est capable de changer le monde, quoi. Il a des défauts extraordinaires, terribles, affreux. Tout ce qu'on pourra lui attribuer, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais il reste une chose. C'est un exemple justement d'énergie. C'est un exemple pour montrer que lorsqu'on vient de nulle part, entre guillemets, et qu'on doit tout apprendre, bien Napoléon l'a montré. Et dans son discours, Georges Pompidou, en 1969,
On espère que le président de la République sera à Ajaccio cette année. Mais Georges Pompidou avait dit, en substance, je me souviens plus la phrase exacte, mais Napoléon nous a appris une seule chose au peuple français, à ne jamais perdre l'idée de l'unité. Ça, c'est ce qu'il avait demandé au moment de sa seconde abdication. Et surtout en disant, avec moi, tout est possible. Et d'une certaine manière, c'est vrai. On va faire un parallèle qui est peut-être anachronique, mais c'est quasiment un immigré, Napoléon, à l'époque. Il a appris le français tardivement, il est moqué, il est rejeté par une population qui ne veut pas de lui, mais il va régler des problèmes insolubles et il va donner finalement un avenir. Alors même si la France va rester plus petite qu'elle n'était avant son arrivée, mais elle remontre à tous, et c'est pour cette raison d'ailleurs que Talleyrand est invité au congrès de Vienne en 1815 alors que la France est vaincue, eh bien il montre à tout le monde que la France revient au centre des dispositions et qu'avec ses 40 millions d'habitants, eh bien elle reste quand même la plus grande puissance continentale, qu'on le veuille ou non. Alors on parlait de ses défauts et là je voulais inviter Jacques-Olivier Boudon qui va sortir un livre sur la sexualité sous le... Je sais pas quel est le titre exactement. Oui, l'Empire et le sexe. L'Empire et le sexe, carrément. Je sais pas chez quel éditeur d'ailleurs. Chez Vuibert. Chez Vuibert. Et donc, il est en vacances, on est au mois d'août, c'est compliqué. Mais on a beaucoup parlé quand même de Napoléon et les femmes, plutôt en mal en général. C'est pas un très bon amant. En fait, c'est pas assez misogyne et pas très... Alors, assez misogyne, sans doute. Il supportait pas les femmes enceintes à la cour. Il avait des maîtresses qu'il, entre guillemets, employait rapidement, pour pas dire autre chose. En fait, il vivait à 100 à l'heure. Il n'avait pas le temps de s'arrêter. Il mangeait en 10 minutes. Il faisait ces choses-là en 5 minutes. Il allait jouer avec le roi de Rome en quelques instants. Oui. Un peu plus longtemps parfois, mais à peine. Donc, tout allait trop vite. Et finalement... il a profité de rien. C'est-à-dire qu'en réalité, toujours acculé par les coalitions successives, par les réformes, il faut quand même imaginer, dans une France... Alors bien sûr, il a des défauts. Il n'est pas avec les femmes, même s'il a beaucoup aimé Joséphine, et il le dira d'ailleurs à la fin. Mais quand même, il a fait 200 réformes en 8 ans. Imaginons ça. On parle du Code civil, qui est un ensemble de textes qui sont peut-être imparfaits, mais... qui reste notre base encore actuellement aujourd'hui et où il reste encore 40% de nos textes actuels. Sa part personnelle là-dedans. Elle est considérable. Elle est considérable. Dans le Code civil, bien entendu, il y a l'influence majeure et le travail extraordinaire qui a été fait par Cambacérès, Portalis, Bigot de Préameneu et tant d'autres. Mais tout de même, Napoléon assiste à un tiers des séances et justement influe radicalement certaines prises de position, et notamment pour les femmes. Il faut quand même rétablir une chose, même s'il est très misogyne, finalement. Et par rapport, le code civil est très... Comme pour l'esclavage, comme pour d'autres éléments, c'est-à-dire qu'en fait c'est un homme de son temps qui n'est pas en avance pour cet élément-là, et on peut le regretter. Mais à côté de ça, pour les femmes en particulier, eh bien pour les femmes, il souhaite que lorsqu'une femme devient veuve, elle ait les mêmes droits qu'un chef de famille. Ça, c'est une avancée considérable. Et en 1815, en voyant qu'il a fait de grosses erreurs, en particulier avec l'esclavage, il met fin à la traite négrière et il le signe lorsqu'il est au moment des 100 jours. Donc Napoléon fait des erreurs, mais se rend compte aussi, parce que c'est comme vous l'avez dit, un pragmatique. Il se rend compte qu'il y a des choses à améliorer et il le fait lorsqu'il a le temps. Malheureusement, il prend pas assez le temps dans sa vie de tous les jours. Oui, pragmatique, c'est un peu contradictoire avec l'idée d'orgueil démesuré, parce que quand on est très orgueilleux, on se remet pas en cause. Lui, apparemment, était capable quand même de se remettre en cause un peu, ou... Il est d'une certaine manière à double face. C'est un Janus à double face. Il se remet jamais en cause, effectivement, c'est ce qu'on dit, va trop vite, bon. Mais on voit quand même qu'il y a certains éléments qui le contredisent, ça. Et puis surtout, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que il part bien en tête, avec une ambition qui est de plus en plus grande. Il part bien en tête parce que il faut se rappeler que c'est quand même le produit d'une éducation. Imaginez cet enfant qui vient de Corse, qui se trouve à Brienne, où d'ailleurs on va faire de grandes cérémonies les 7 et 8 septembre 2019, parce que en fait tout part de là. C'est un exemple aussi parce que cette ambition démesurée, elle lui a été apprise dans ses écoles militaires. Il n'est rien. Imaginez à l'époque, aujourd'hui, on connaît l'histoire de Napoléon, mais on ne peut pas naître roi, on ne le devient pas, on est roi. On est roi. Alors que là, lui, parti de rien, va devenir empereur, je vous le disais, en 11 ans après avoir quitté la Corse, et cette ambition va
comme on dit aujourd'hui, va lui faire gonfler la tête, va lui monter au cerveau, et il va vouloir installer, comme il l'aurait fait s'il avait vécu en Corse, il va vouloir installer, non pas sur des pièves, comme je le disais tout à l'heure, mais sur des royaumes, ses frères et sœurs, comme une sorte de clientélisme qui va en fait, le conduire à sa perte, parce qu'en réalité, il va devenir plus royaliste, comme je le disais, que les rois, et vouloir, avec une politique matrimoniale, lui-même d'ailleurs va épouser Marie-Louise d'Autriche, il va vouloir se mettre dans les pas d'un Louis XIV, d'un François Ier, d'un Henri IV, parce qu'il rêve démesurément. Il faut imaginer que cet enfant, donc parti de rien, a pu parler d'égal à égal avec le tsar, a pu traiter avec l'empereur d'Autriche, qui lui a donné sa fille, comme auparavant Louis XVI avait fait avec Marie-Antoinette. C'est inimaginable pour cet enfant parti de rien. Donc, ça lui monte à la tête. Et puis il y a quand même, c'est ce que. Et donc c'est ce qui est un peu contradictoire, effectivement. Ce que Bainville expliquait bien, c'est l'engrenage aussi fatal avec l'Angleterre, c'est-à-dire l'idée du blocus continental qui fait que à partir de ce moment-là, on est obligé de conquérir de contrôler l'ensemble du continent pour pouvoir s'opposer à l'Angleterre, et donc voilà, il y a une espèce d'engrenage qui lui est fatal. En fait, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au livre L'Insulaire, Napoléon s'est trompé d'ennemi. Son vrai adversaire se trouve sur le continent. Son véritable adversaire, il ne sait pas encore, c'est la Prusse. Il rêve d'être l'égal de la Prusse parce qu'il a lu les grands textes. Et d'ailleurs, à Brienne, il a appris l'allemand pour ces mêmes raisons, parce qu'il voulait étudier les stratèges, et en particulier Frédéric le Grand. Et donc, il se rêve un peu l'adversaire de la Prusse, mais il ne voit pas que la Prusse est une puissance qui va dominer ensuite le continent. Et il se trompe d'adversaire parce qu'il se bat contre les Anglais en se disant « Nos ennemis, ce sont les ennemis héréditaires, ce sont les Anglais. » Mais qu'est-ce que l'Angleterre de l'époque ? C'est une politique libérale, économique certes, mais qui peut très bien se fondre avec l'esprit entre guillemets napoléonien de l'époque. Mais Napoléon s'évertue à battre l'Angleterre parce qu'il se dit je ne suis pas maître des mers, et donc le commerce c'est le nerf de la guerre. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il peut très bien faire une alliance universelle continentale et dire aux Anglais continuez d'agir. Et peut-être la paix universelle était-elle acceptée. Mais il s'évertue à ce... C'est un peu le calcul d'Hitler, d'ailleurs, d'une certaine manière, parce que... pas de comparaison, mais l'idée de laisser l'Angleterre maîtresse des mers, et puis lui être le maître de l'Europe jusqu'à l'Oural, ou plus, voilà. Il fallait faire la paix avec la... Alors, c'est facile aujourd'hui de faire, de faire des bilans lorsqu'on connaît la fin de l'histoire, mais il fallait faire la paix avec la Russie, avec la Prusse, qu'il a tenté, et surtout avec l'Autriche, en se disant, laissons les mains libres aux Anglais et laissons faire ce qu'ils veulent. On se garde nos problèmes internes et laissons-les faire du commerce sur les mers. Ce qu'ils vont de faire d'ailleurs avec le grand empire qu'ils feront par la suite. Et Napoléon, d'une certaine manière, a perdu l'opportunité qui était devant lui de vouloir faire la paix avec des autres insulaires, ce qu'il ne va comprendre finalement que tardivement, en 1815. On va passer encore une petite musique pour la dernière séquence de cet intéressant dialogue. Alors nous venons d'entendre la marche funèbre pour le retour des cendres de Napoléon en 1840. Ce qui me fait d'ailleurs penser que nous allons l'année prochaine fêter le 100... Je suis jamais très fort dans les calculs. 170e anniversaire de... Oui, c'est ça, 170e anniversaire. 180, oui, 180e anniversaire. 2020, oui. Tout augmente. Du retour des cendres. Et aussi le 80e anniversaire
du retour des cendres de l'Aiglon aussi, qui ont été C'est ça. qu'on oublie un peu, mais que Hitler avait rendu dans des conditions un peu. Il y a la fameuse phrase, voilà, en il y a la 1940. il y a la fameuse phrase qui avait été prononcée en disant la France en 1940 a besoin de charbon et on Voilà. lui rapporte des cendres. Exactement. Alors, humour un peu terrible, mais en réalité, ce retour des cendres de Napoléon Ier, avant de parler même de l'Aiglon, c'est dans l'esprit de Louis-Philippe un symbole, comme l'est d'ailleurs la place de la Concorde. C'est l'esprit de l'unité de la France. Et faire rentrer Ou Versailles, Napoléon, d'ailleurs, le musée de ou le Versailles, musée de Versailles, ou ou de l'histoire de d'ach- France. le musée d'histoire de France, achever l'Arc de Triomphe, tout ça participe de la même, du même esprit. Et chez Louis-Philippe, il y a cette idée de se dire, c'est un personnage qui a compté. En fait, Louis-Philippe se joue aussi de son histoire personnelle dans tout ça, qui a compté pour l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire, et même au-delà, puisque en 1821, lorsqu'il meurt, Napoléon attribue des bons points et des mauvais points qui vont servir aussi pour la politique qui va être menée après la chute de Charles X. Donc, Louis-Philippe s'en inspire beaucoup. Il s'entoure notamment d'un homme comme Adolphe Thiers, qui va écrire une histoire de la Révolution et de l'Empire. Il s'entoure d'un ancien maréchal de Napoléon, le maréchal Soult, qui va le servir. Bref, il y a un certain nombre de gens qui ont entouré Napoléon, qui reviennent aux affaires. Et l'esprit, c'est vraiment de la concorde nationale. Et le retour des cendres, c'est dans cet esprit. Donc, on retourne retourne. un peu le lit du Second Empire, d'une certaine manière. Alors non, son esprit, c'était pas ça. Oui, C'est-à-dire mais qu'au même sans- moment, sans le savoir. Louis-Napoléon a tenté encore un coup d'État, le deuxième à Boulogne, et il va être enfermé au fort de Ham. Donc son idée, c'est de pas faire justement une conquête politique dans cette opération, mais une conquête plutôt culturelle, Oui, culturelle et historique. De réconciliation de nationale. réconciliation nationale. Et donc, on remet Napoléon au centre des opérations, on le situe et on place son corps, puisqu'on rappelle le retour des cendres, en fait, il n'a pas été incinéré, c'est le cendre Non, mais dans le sans- terme au générique. Sens romain du En terme. temps puisque, romain, voilà. exactement. Et on va lui donner ce terrible et extraordinaire mausolée. Je dis terrible parce qu'il est très impressionnant lorsqu'on est à ses pieds. Et donc, pour le 15 août de cette année, par exemple, il y a une cérémonie, parce que tout se passe au tombeau, une cérémonie pour commémorer la naissance de Napoléon qui va se faire par le Souvenir Napoléonien, qui est une association qui organise des colloques, des cérémonies les 5 mai, 2 décembre et justement pour Cette le revue 15 de août. Napoléon Ier Et aussi, donc le magazine, le magazine que nous faisons maintenant en commun entre Napoléon Ier et la revue du souvenir napoléonien, est diffusé auprès de plus de 10 000 lecteurs, fait connaître l'histoire de Napoléon Ier, ça sera bientôt le cas aussi pour Napoléon III, puisque Napoléon III va être également dans cette opération, le magazine en question. Et donc on fait connaître à la fois les actions, l'histoire, c'est pas géographique du tout, c'est vraiment l'histoire telle qu'elle est étudiée, qu'elle doit l'être par les professeurs, avec des personnages. On fait par exemple dans ce numéro, bien sûr un dossier consacré à la naissance de Napoléon, mais on étudie un personnage qui est méconnu, qui est un des grands généraux prussiens, qui est Gneisenau. On fait même une étude à la suite plus humoristique mais intéressante Sur Tintin même aussi, sur Tintin, un parallèle entre Et sur les Tintin et latrines Napoléon. aussi, sur les latrines, Sur les à l'époque latrines, de Napoléon. voilà, Ça, c'est sur les intéressant. latrines, sur la paix d'Amiens dont on parlait tout à l'heure, sur une bataille comme une bataille en Espagne. Donc on montre aussi les bons et les mauvais côtés de toutes ces opérations pendant les 15 et même 20 années où Napoléon a officié. Donc on s'intéresse à cette histoire parce que tout simplement, ce sont les bases de notre vie actuelle. J'ai parlé tout à l'heure du Code civil, mais ces réformes, le Conseil d'État, les préfectures, le lycée, le baccalauréat, la Légion d'honneur, bien sûr. Tout ça, et la Banque de France, tout ça, c'est un héritage de Napoléon, les codes. Donc, voilà, il y a une revue, il y a une association qui s'en occupe et qui permet de faire connaître avec des colloques. Parce que Et il y a une famille, une famille effectivement. Bonaparte, puisque le nom de famille c'est Bonaparte, je crois, ou Napoléon Bonaparte. Enfin, c'est un peu compliqué selon les individus. En tout cas, le chef de famille actuel étant le prince Napoléon Jean-Christophe, qui a 86 ans, le pauvre garçon. Il a 33 ans, il est né en 1986. Et lui descend donc de Jérôme, donc le plus jeune frère de Napoléon, puisque Napoléon III descendait de Louis. Il a eu un fils, Napoléon IV, enfin le prince impérial qui est mort chez les Zoulous en 1879, sous uniforme anglais d'ailleurs. Sous uniforme anglais. Donc la seule branche subsistante, c'est la branche de Jérôme, qui actuellement a comme chef donc ce jeune prince
33 ans, Jean-Christophe, qui va se marier. Donc c'est quelqu'un qui a fait En des octobre études, prochain, effectivement. des études très brillantes, qui avait fait HEC, Harvard, qui est banquier À la City- international à la City. à la City de Londres, qui en plus a un arbre généalogique phénoménal parce que par sa mère il descend des Bourbons en Sicile, donc de Louis XIV et de toute Et de Saint-Louis. famille de Saint-Louis, bien sûr, et puis par son père aussi, puisque sûr. il descend également. En fait, il fait la synthèse des 4 dynasties françaises. Voilà, il descend aussi des Orléans, il descend aussi des Belges, il descend des Savoies. Enfin bon, il a une généalogie et il va épouser quelqu'un qui a aussi une généalogie tout à fait phénoménale, puisque c'est l'arrière-petite-fille du dernier empereur d'Autriche. Habsbourg. Donc Habsbourg, donc Charles Ier, et donc la nièce d'ailleurs de Lorenz d'Autriche Ouest, qui est le beau-frère du roi des Belges. Donc il a un mariage très comme il faut, je dirais, hein. Donc Olympia Arcosinberg, ce qui fait que les enfants vont avoir un arbre généalogique phénoménal, parce qu'ils vont descendre à la fois des Orléans, des Bourbons, des Habsbourg, des Bonaparte, des Savoie, En fait, etc. symboliquement, vous avez tout résumé, Philippe. En fait, symboliquement, par ce mariage, eh bien voilà, c'est la grande victoire de Napoléon. Alors, qu'est-ce qui va avoir lieu ce mariage? Parce que, en fait, ce mariage va avoir lieu donc à Paris. Donc aux Invalides. Oui. Bon. Il est en octobre. En octobre. Ce mariage, en réalité, c'est vraiment la victoire de Napoléon. C'est-à-dire que ce prince travaille à Londres. Vous allez voir, hein, la symbolique est belle. Oui. Épouse effectivement une Habsbourg. Fait autour de lui l'unanimité par son talent, sa gentillesse, ses brillantes études, et surtout vraiment il a un caractère extraordinaire. C'est quelqu'un vraiment d'une gentillesse, mais aussi d'une très grande persuasion. Il a participé aux côtés de son père au départ, et puis maintenant en tant que prince Napoléon à toutes les grandes cérémonies. Il est toujours là, aussi bien pour les 5 mai, parfois même pour les 2 décembre, mais aussi il était là à Waterloo. Donc il assume cette histoire, et surtout il ne le fait pas de manière tout à fait ancienne ni passéiste. Il a tout à fait compris que il est un homme de son temps par son travail, mais qui donne aussi un regard tout à fait novateur à ces grandes unions matrimoniales qu'avait voulu Napoléon. Et en étant à la fois en Angleterre et avec les Habsbourg et à Paris, eh bien, il a fait la grande victoire de Napoléon, qui est tout à fait de son temps. C'est un prince qui est capable de gagner sa vie de manière très correcte, et donc de montrer qu'il est capable de construire quelque chose finalement. Et alors c'est vrai que c'est la victoire. C'est ce que je vous disais. C'est la victoire de Napoléon. En fait, c'est l'histoire par l'exemple, ce qui était Napoléon déjà, mais c'est l'histoire par l'exemple et la méritocratie. Et donc la Légion d'honneur, c'était le même principe. D'une certaine manière, avec ce mariage et avec sa carrière à lui, c'est ce qu'il veut montrer. C'est-à-dire que il n'attend pas en tant que simple héritier, il montre que par son exemple, eh bien, on peut réussir encore aujourd'hui dans son action et dans son activité. Je vous disais tout à l'heure que j'aimais pas beaucoup Napoléon Ier, mais beaucoup plus Napoléon III, et c'est vrai qu'en 1869, le régime de libéral, enfin l'empire libéral qu'il avait instauré, préfigurait un peu la Ve République, aurait pu être un régime tout à fait convenable. C'est un régime. Un peu dommage évidemment. C'est un régime. À la Louis-Philippe, un peu monarchie de Juillet, teinté un peu d'anglicisme et de tendance libérale anglaise, que les Français aiment bien, que Louis-Napoléon avait connu, puisqu'il a vécu en exil aussi à Londres. Donc il y avait tout pour faire une sorte de monarchie. Non, on fait pas l'histoire, mais d'une monarchie constitutionnelle, mais que l'on vit finalement par procuration aujourd'hui dans la Ve République. Non, mais on la vit d'une certaine manière. Je veux dire, avec le prince Napoléon, là, c'est autre chose. Est-ce qu'il a une volonté politique ou pas? Non, apparemment. La prétention n'en fait pas partie pour l'instant, je ne crois pas. Il l'a jamais affirmé comme tel. En revanche, il assume, et je trouve avec beaucoup de talent et beaucoup de prestance, son histoire, son passé, sa famille, mais en étant, je vous dis, encore moderne, parce que il est un homme de son temps, et il montre qu'on peut réussir encore aujourd'hui. Comme la famille de France, finalement, c'est des gens qui sont un peu des témoins vivants, je dirais des monuments nationaux vivants de l'histoire de France, et qui ont à témoigner de cette histoire, et qui peuvent apporter quelque chose à notre patrimoine commun, je dirais. Et même si, effectivement, je le disais en préambule, Napoléon a tous les défauts de la terre, et il a fait des erreurs monumentales, on pourrait y revenir dans une autre émission, il n'en demeure pas moins que
par son histoire, par son exemple. Il a fait la synthèse de cette histoire de France et il le dira lui-même lorsqu'il arrive au pouvoir. Il dira de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Eh bien, par ce mariage, d'une certaine manière, Oui, là, le prince Napoléon assume tout et par son charnellement même. oui, il assume tout et il dit voilà, je suis un homme de cette époque du 21e siècle, mais je ne renie pas mes origines. En tout cas, et je suis dans cet esprit. On lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants, parce qu'il est quand même le dernier de sa branche, et donc en espérant que la famille Bonaparte va continuer pendant quelques siècles. Voilà, je pense que l'émission se termine. On était très heureux de vous recevoir, David Chantrane, et je rappelle votre dernier livre, Napoléon au 100 visages, donc un livre à la fois album, photo, etc., sur l'histoire de Napoléon, aux éditions du Cerf. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 9 août 2019 et diffusée pour la première fois dimanche 18 août 2019, de midi à 13h30, et réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.